Bonjour, bienvenue sur Crypto Force ou bonsoir, parce qu'effectivement, moi de mon côté, c'est vrai que là, je fais une vidéo exceptionnellement assez tardivement, je veux dire dans la nuit, mais c'est vrai que la situation aux États-Unis au niveau bancaire s'y prête là vraiment parce que on voit qu'il y a en fait un véritable feu, un incendie qui est en train de se propager aux États-Unis au niveau des banques et on va le voir au niveau des actions. Et donc c'est vrai que j'ai fait une vidéo donc au préalable très récemment là aujourd'hui, enfin hier, on suit réellement les heures et tout, donc hier dans l'après-midi, donc juste ici. Et dans cette vidéo, je vous disais, en fait, j'étais pas du tout à jour au niveau des actions bancaires, parce que ça allait très vite, comme je dis, j'arrive même pas à me mettre à jour. Quand je fais une actualité, une vidéo sur une banque, j'apprends encore une nouveauté, et déjà ma vidéo est obsolète. Mais là, ça allait encore plus vite, parce que c'est vrai que j'avais pas pris en compte au niveau des actions sur le court terme pour la propagation, on va dire le risque systémique bancaire, c'est la chute des actions. Et donc moi, quand je me basais sur la chute des actions dans la précédente vidéo, je parlais en fait de l'état du week-end. Or, le week-end, il est vrai, et j'ai totalement zappé, je dois l'avouer, ce point-là, que les marchés boursiers sont fermés. Et donc c'est pour ça que quand on a eu la chute de la valeur des actions boursières à la suite de la fermeture, de l'annonce de la fermeture de la SVB aux États-Unis, eh bien on a eu une chute conséquente des marchés boursiers au niveau bancaire, mais comme c'était le week-end, ça a été légèrement amorti par la suite samedi, dimanche. Sauf que là, aujourd'hui, enfin hier plutôt, là dans la nuit, donc hier, donc lundi, on était lundi, et à partir d'hier matin, à la rouverture des marchés boursiers, ça a été une hécatombe, mais sans précédent. Et c'est ce qu'on nous allons voir dans cette vidéo. C'est pour ça vraiment que je fais cette vidéo, parce que contrairement à l'ancienne vidéo où je disais qu'il n'y avait pas de risque court terme, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un véritable risque systémique bancaire, presque tsunamique, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc, on a un vrai risque de bank run global, c'est-à-dire de banqueroute au final derrière, global aux États-Unis qui impactera forcément, c'est même pas une question de est-ce que ça impactera, c'est plutôt de quand ça impactera le marché des banques en France. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de nous expliquer déjà ce qui se passe là dans les nouveautés aux États-Unis, sur les banques régionales notamment, de vous expliquer également derrière les solutions, et après je ferai vraiment le focus sur la France, hein, très précisément la France, l'Europe dans un premier temps, mais la France également, pour vous dire ben, qu'est-ce qui se passe, déjà quels sont les pare-feux mis en place par les gouvernements, l'Europe, pour pallier à ce genre de situation. Un peu comme on le voit aux États-Unis de leur côté, eh bien nous on verra ce que nous on pourra faire si ça arrive chez nous. Et également derrière, eh bien, une fois qu'on aura vu les pare-feux plus ou moins efficaces, on va dire, de nos gouvernements européens de la France, eh bien, on verra qu'on peut faire, les solutions que l'on peut prendre à titre particulier. Voilà. Donc, bien sûr, avant tout ça, eh bien, moi, je vous invite à voir mon trailer, comme d'habitude. Comme d'habitude, donc j'ai fait mon article, on va dire en toute urgence, hein, j'ai fait ça, j'ai bossé toute la journée, enfin tout le lundi là-dessus sur tout ce qui est système bancaire, pour vous eh bien, mettre en évidence un peu toute la logique, tout ce qui se passe au moment de l'actualité, que ça bouge très 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 vite, vous le voyez bien. Donc l'article, c'est le système bancaire au bord de la déroute aux États-Unis. Que faire si cela se propage en France? Donc effectivement, déjà il faut savoir, donc là ce que je vous explique au niveau des marchés boursiers, c'est-à-dire que moi je me suis fait avoir, hein, clairement, puisque je pensais que les actions étaient en train de remonter, mais en fait c'était le marché boursier le week-end. Et donc, l'amortissement a été fait ce week-end sur les actions avant de totalement reprendre au niveau de la chute dès la rouverture des marchés boursiers ce 13 mars 2023. Et donc là, j'ai un tweet, par exemple, de Good Value sur Twitter et regardez le massacre. C'est-à-dire que dès qu'on a eu la réouverture du, du marché, donc de Wall Street et des marchés boursiers, on a eu une telle chute de valeur des actions que les régulateurs ont tout simplement suspendu les actions en masse. C'est franchement, j'ai envie de vous dire, il n'y a même pas de mots pour vous décrire la situation. C'est-à-dire que ça a été une telle catastrophe. Regardez la liste, et ça c'est une petite liste, hein. Et donc là, NYSE, c'est ce qu'on appelle le New York Stock Exchange. Donc c'est un peu le régulateur qui est derrière justement le New York Stock Exchange. Et donc ils ont
halt, donc halted, ça veut dire stopper. Ils ont stoppé toutes les paires en fait d'actions, les valeurs donc cotées en bourse, de très nombreuses entreprises derrière. Voilà. Donc pour vous dire la situation, où on en est. Et donc je continue bien évidemment au niveau des actions régionales. Parce qu'en fait tout est parti de là et vous allez voir c'est des chiffres, mais j'ose même pas vous les annoncer tellement c'est une catastrophe. Notamment on a la First Republic Bank. Donc là c'était aussi un tweet de The Kobeissi Letter qui date donc du 13 mars, donc de hier, du lundi hier, donc à 2h42, donc en fait à 15h quoi, heure française. Et donc là, vous avez par exemple toutes les actions des banques régionales aux États-Unis. Donc, pour rappel, la banque SVB, Silicon Valley Bank, était une banque de classe régionale. Parce que vous avez plusieurs classes de banques dans le monde. Vous avez les petites banques qui brassent entre 10, 20, 50 milliards de dollars. Vous avez ensuite les banques moyennes qui brassent entre 100, 200, 300 milliards de dollars. Je vous le fais à la louche grossièrement, hein. Bon, mais il n'y a pas vraiment de titre de banque, hein, mais c'est juste que bon, voilà, on catégorise un peu comme ça. Et après, vous avez les grosses banques qui, elles, brassent des milliers de milliards de dollars et qui sont quasiment, qui brassent autant d'argent que des PIB, de pays. Notamment, par exemple, nous, en France, on a le BNP Paribas qui brasse l'équivalent du pays, enfin de notre dette française, du PIB enfin, français. Et donc, là, vous le voyez, ça c'est la liste, par exemple, de 6 banques régionales, et regardez le massacre au niveau des actions. Vous avez moins 75%, par exemple, pour la Western Alliance sur 5 jours. Voilà. Là, c'était un tweet du jour, j'imagine, pour The Kobeissi Letter, mais c'est encore pire quand on fait l'interface sur 5 jours, c'est-à-dire depuis la date de la chute, enfin de la faillite de la banque SVB. Et donc, depuis lors, là, même on a First Republic Bank, moins 65%, mais en fait, elle est à moins 75% aujourd'hui. Enfin là, au moment où je vous sais l'article, la vidéo, elle a vu la valeur de ses actions chuter de moins 75%. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que même le Bitcoin, il n'a pas chuté, ou très rarement, de 75% d'un coup. Or là, en quasiment une journée, la First Republic Bank a chuté de moins 75% sur des valeurs boursières. Pour vous dire le dégât, enfin bref, voilà. Et donc là, c'est pas une banque, c'est toutes les banques régionales aux États-Unis. Donc on a la Western Alliance, on a Zion Bancorp, PacWest, Comerica, Fifth Third, et encore, on va dire, c'est moins 20% seulement. Moins 20%, allez, tranquille. Voilà, donc pour vous dire que là, on en est dans un état où vous avez tout simplement, donc là maintenant on va analyser la situation aux États-Unis avant d'aller plus loin sur les solutions pour l'Europe, la France. Déjà, ça veut tout simplement dire que là, on a un incendie qui couvre massivement aux États-Unis. Ça veut dire que les traders, les investisseurs, toutes ces personnes-là sont en train de fuir massivement les banques régionales. Et donc, si ils fuient massivement les banques régionales, c'est-à-dire qu'en fait, ils vendent en masse toutes les actions qu'ils possèdent et qu'ils ont et qui appartiennent aux banques régionales. Ça veut dire que derrière, ils anticipent que toutes ces banques régionales fassent faillite. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, sur le fond, que la valeur boursière d'une entreprise chute, ça n'a pas de conséquences. Bon, c'est dramatique pour la confiance dans la société, etc. Mais sur le portefeuille réel, actif, on va dire, ça n'a pas des conséquences immédiates. Voilà. Par contre, donc pour les banques, c'est la même chose. Ça n'a pas des conséquences immédiates. Enfin, c'est pas à cause de ça, précisément, que mathématiquement, elles sont en banqueroute. Par contre, ce que ça signifie derrière, là par contre, c'est enfin, c'est plutôt grave pour ces banques-là, c'est parce que justement, c'est une histoire de confiance. Et donc, la prochaine étape après la chute de la valeur de ces actions boursières, c'est le retrait massif des clients, des investisseurs, des capitaux et des dépôts au sein des banques régionales aux États-Unis. Et si ça arrive, si c'est couplé avec la chute des actions aussi massives de ces mêmes banques, c'est la bank run, premièrement, et ensuite la banqueroute pour toutes les banques régionales. Donc je ne sais pas si vous imaginez, là, on parle de plusieurs centaines, voire peut-être même plusieurs milliers de dollars si on additionne toutes les banques régionales aux États-Unis, qui pourraient potentiellement être en banqueroute. Et donc, le problème, c'est que là, on arrive à un tel point que si ces banques-là, elles font faillite au niveau régional,
Alors, comme je vous disais, c'est pas des banques qui pèsent plusieurs milliers de milliards de dollars, comme les plus grosses banques. Donc, ce ne sont pas des banques qu'on appelle too big to fail. C'est-à-dire que les plus grosses banques, qui sont catégorisées too big to fail, c'est-à-dire trop grosses pour laisser faire faillite, eh bien, ces banques-là, automatiquement, les gouvernements partout dans le monde ont l'obligation quasiment, même au niveau de leurs lois, selon certains pays, d'agir pour renflouer la banque pour ne pas la laisser faire faillite. Parce que si ce genre de banque-là, too big to fail, font faillite, c'est la banqueroute assurée et c'est la crise économique assurée au niveau mondial. Un peu comme la crise de 2008 de la banque Lehman Brothers qui a provoqué le tsunami financier mondial à l'époque. Et donc là, on n'en est pas à ce niveau-là au niveau des banques. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de banques régionales qui sont en train de battre de l'aile au niveau de leurs actions et qui derrière démontrent une fuite, une perte de confiance de la part des investisseurs et même des clients. Eh bien, si on a des retraits massifs de liquidités dans ces banques-là, vu la situation actuelle et vu, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur la Silicon Valley Bank, vu qu'on a de la hausse des taux directeurs des banques centrales qui sont encore très élevés, et donc qui ont fragilisé et qui ont provoqué également en grande partie la chute de la Silicon Valley Bank, et ils ne se sont pas pour rien en tout cas, la Banque centrale américaine notamment, eh bien, si on accumule tout ça, ça provoquera la banqueroute, forcément, des banques régionales aux États-Unis. Voilà. Et si c'est le cas, comme c'est l'ensemble pèse peut-être l'équivalent d'une seule banque too big to fail, ça veut dire qu'on aura l'équivalent d'une banque too big to fail qui fera faillite. Et là, ça entraînera un tsunami derrière de chute de la chute du système bancaire financier à un niveau systémique. Voilà. Donc la situation, là pour l'instant, elle n'est pas encore critique, comme ça bouge énormément, donc peut-être que ça va rentrer dans l'ordre, mais quand je vois la chute des actions boursières, je ne vois pas comment on peut éviter derrière, enfin on peut réinjecter de la confiance sur les marchés boursiers et donc dans les banques régionales. Je ne vois pas comment c'est possible, clairement, vu la situation là. Donc, on verra, mais déjà, aux États-Unis, ça craint vraiment beaucoup à ce niveau-là, ça c'est sûr et certain. Donc je retire ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo concernant le court terme où il n'y avait pas de risque potentiel systémique bancaire, et bien en raison justement de la remontée légère des actions boursières. Voilà, c'est plus du tout le cas, clairement. Donc là, on est en danger sur le court, le moyen et long terme au niveau des banques, ça c'est clair. Bon, je passe maintenant aux banques européennes et donc notamment françaises, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et donc, déjà pour vous dire, là, au moment où j'écris l'article, au moment où j'ai fait la vidéo, BNP Paribas, sur les 5 derniers jours, comme je vous montre dans la petit screenshot que je vous ai fait là, eh bien, on est à moins 13% au niveau des actions boursières. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un lien quand même entre les États-Unis et la France. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à voir avec la SVB, et pourtant, on a nos banques qui perdent 13% au niveau de leur capitalisation, enfin, de leur marché boursier, et donc de leur capitalisation boursière. Pareil pour la Société Générale. La Société Générale, sur les 5 derniers jours, elle est à moins 12,76% au moment où je fais l'article, au moment où je fais la vidéo. Donc, c'est quand même pas rien, et on voit qu'il y a vraiment des liens au niveau de la mondialisation, des produits dérivés, des banques entre elles, etc. Donc, c'est pas rien. Et donc, si on continue dans cette voie-là, si on continue, s'il y a encore des banques qui font faillite, etc., eh bien, forcément, ça impactera forcément nos banques, on le voit bien, en France. Voilà. Et donc, si en plus, on a certaines banques, nous en France, qui sont aussi pas très bien au niveau de leur ratio de liquidité, etc., eh bien là, on fera comme aux États-Unis, on commencera par des petites banques qui pourront faire faillite en France, et puis ça fera boule de neige. Voilà. Donc pour l'instant, bien sûr, je vous rappelle, on n'en est pas là, mais je préfère, c'est pour ça que je fais vraiment cette vidéo aujourd'hui, même assez tardivement, c'est pour vraiment prévenir, pour parler des solutions au cas où, parce que j'ai l'impression que ça s'accélère énormément, et là on voit qu'en 5 jours, c'est, enfin, tout ce qui s'est passé là en une semaine, ça c'est quand même, c'est, jamais on aurait pu imaginer il y a 2 mois, bon, d'un coup, on va avoir 3 banques qui vont faire faillite, on va avoir les banques régionales qui vont dans une situation pas possible, etc. Voilà. Donc, je préfère vraiment faire la vidéo, prendre mon temps,
et vous le faire pour vous expliquer la situation en détail. Bon, maintenant, on va parler des solutions donc, en France, au niveau de l'Union européenne. Et donc, c'est vrai que déjà, je vous rappelle le principe de banque too big to fail. Donc là, j'ai un article too big to fail. Voilà, je me suis basé sur la FINMA, vous voyez. Et donc là, ils expliquent clairement too big to fail, la stabilité du système. Des acteurs du marché financier peuvent prendre une telle importance au niveau national et international que leur défaillance non ordonnée peut nuire à la stabilité financière et nécessiter un sauvetage par l'État. Ouais, donc c'est ça exactement la définition d'une banque too big to fail. Bon, et donc, signifie que par exemple, là en 2008, avec la chute de la banque Lehman Brothers, eh bien ce qui s'est passé, c'est que depuis, on a eu toute une série de pare-feux qui ont été mis en place, notamment en Europe, mais même auparavant, encore avant en France. Et donc, en France, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la loi de 1999 sous Jacques Chirac à l'époque, et donc tous les comptes bancaires étaient déjà couverts à hauteur de 70 000 euros par le FGDR, c'est-à-dire le fonds de garantie de dépôt. Et donc ce fonds de garantie de dépôt, ça rappelle énormément dans le principe le FDIC, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur la Silicon Valley Bank, eh bien, qui est en train, c'est le régulateur américain qui est en train de prendre le relais de la Silicon Valley Bank aux États-Unis et qui est en train de rembourser actuellement tous les citoyens qui avaient des dépôts, des comptes bancaires chez la Silicon Valley Bank. Voilà. Eh bien, nous, on a le même principe qui s'appelle le FGDR en France et qui, en 1999, couvrait donc jusqu'à hauteur de 70 000 euros par compte bancaire et par personne. Et ensuite, en 2010, on a eu une directive européenne qui a fait en sorte qu'on remonte ce plafond de 70 000 euros à 100 000 euros. Et c'était justement dans le cadre de quelques années après la crise de 2008 avec la chute de la banque Lehman Brothers. Donc c'était vraiment dans ce cadre-là qu'on a eu une relève de ce plafond-là du FGDR. Et donc, ensuite, à partir de 2010, en fait, le principe, le protocole, c'est que s'il y avait une banque en France qui faisait faillite, c'était que d'abord, c'était les actionnaires et les plus gros créanciers qui devaient mettre la main à la poche dans un premier temps pour, eh bien, payer, rembourser tout leur crédit au niveau de la banque et essayer de renflouer les liquidités par eux-mêmes. Ensuite, venait le tour du FGDR qui prenait le relais pour rembourser, en fait, voilà, chaque compte bancaire donc, de la banque ayant fait faillite à hauteur de 100 000 euros. Bon, voilà. Et donc, ensuite, tous les montants supérieurs à 100 000 euros, en fait, étaient justement ponctionnés pour essayer de renflouer les liquidités totales de la banque. Et enfin, si le FGDR ne suffisait pas, eh bien, vous avez l'État français qui prenait encore le relais, c'est au niveau de la loi, pour renflouer la banque. Donc, on voit bien qu'il y avait quand même pas mal de pare-feu. Sauf que ça, c'était à partir de 2010. Mais là, vous aviez eu une mise à jour en 2016, et donc le protocole en cas de faillite d'une banque, il a changé. C'est-à-dire qu'à partir de 2016, 1er janvier 2016 pour être précis, eh bien, il y a une directive européenne qui rentre en vigueur, assurant que les États européens, au niveau de l'Union européenne en tout cas, n'étaient plus tenus de rembourser les comptes bancaires des Français ayant subi la faillite de leur banque. Et donc, grosso modo, ça veut dire que le protocole aujourd'hui, qui est valable, en cas de chute d'une banque, c'est que vous avez d'abord les actionnaires, les plus gros créanciers, qui doivent mettre la main à la poche dans un premier temps. Et donc là, je pense notamment, eh bien, peut-être aux personnes qui ont des crédits. Et ça, c'est assez inquiétant, parce que, par exemple, si vous avez un crédit immobilier, après, je ne sais pas, peut-être que ça, il y a des paliers, mais pour moi, créanciers, en tout cas, après les plus gros créanciers, si ce n'est pas les crédits immobiliers, notamment avec des sommes entre 300 et 500 000 euros, c'est forcément des entreprises. Donc je pense que c'est plutôt des entreprises dans un premier temps qui devront rembourser eh bien, à des hauteurs de 1 million, 2 millions, peut-être des milliards d'euros, leurs dettes à la banque qui a fait faillite et rapidement. Bon, déjà dans un premier temps. Ensuite viendra le tour du FGDR qui prendra le relais et qui, comme je vous l'ai dit, remboursera donc tous les comptes bancaires jusqu'à une hauteur de 100 000 euros. Et donc là aussi, tous les montants supérieurs à 100 000 euros serviront justement à rembourser les liquidités manquantes dans la banque pour la renflouer. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'à partir à cause de cette loi de 2016, l'État n'a plus à intervenir au niveau légal pour secourir une banque.
Déjà, on peut dire, mais c'est étonnant quand même. Pourquoi ils ont enlevé l'État? Enfin, comme on le voit aux États-Unis, s'il n'y a pas l'État, par exemple, pour prendre le relais, mais ben, c'est la fin des haricots. Donc, moi, vraiment, je me suis dit, premier réflexe, je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Et donc, maintenant, je me suis intéressé, avant de revenir sur ce point-là, justement, au FGDR. Puisque je me dis, bon, peut-être que le FGDR, il suffit, alors peut-être qu'il est tellement fort, hein, le FGDR, qu'ils ont même plus besoin, ils sont sûrs de ne plus avoir besoin de l'État. Bon. Et donc, le FGDR, voilà, j'ai fait une étude, donc j'ai regardé sur l'INSEE, alors, je vais regarder, hein, sur l'INSEE, non, attendez, pardon. Ah voilà, pardon, il fait tard là, c'est un peu tard. Bon, donc là j'ai le compte rendu, en fait, voilà, annuel de 2021 du Fonds de garantie des dépôts et des résolutions. Donc pour vous dire, vraiment, c'est frais, je vous le mettrai en compte rendu, comme ça vous le verrez bien. Et c'est ça, c'est clairement cet organisme-là qui devra nous sauver, entre guillemets, si on voit une chute de nos banques. Donc il y a tout le rapport de 2021 qui est là, vous pouvez apprendre plein de choses si vous voulez le lire, donc n'hésitez pas. Et donc là, ce qui m'intéresse, voilà, c'est la page 34, c'est parce que voilà, vous avez là les performances, par exemple en 2021. Notamment, vous avez le portefeuille global du FGTR. Et donc tenez-vous bien, le fonds total du FGTR, c'est 6 milliards, allez, 309 000 euros en 2021. Et vous voyez, ils ont fait une performance sur l'année, ils gagnent 80 millions d'euros par an à peu près. Et donc, si aujourd'hui, en 2023, on peut imaginer que s'ils gagnent 80 millions d'euros par an, bon, allez, ils sont pas loin des 6, on n'est pas loin des 6,5 milliards. Bon, donc là, c'est le portefeuille global. Donc là, je me dis, bon, maintenant qu'on a le fonds du FGTR, ça veut dire que désormais, si on prend en moyenne un compte bancaire à 10 000 euros, en moyenne dans la population française, ça veut dire que le FGTR est capable de rembourser 61 000 comptes bancaires. Bon, 61 000 comptes bancaires, je rappelle que nous, en France, la population est de 67 millions d'habitants. À peu près. Hein. Donc j'ai même pris, vous voyez, les chiffres de l'INSEE, nous sommes même 68 millions pour être précis. Bon, donc là, on va voir qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire que le FGDR n'a jamais, mathématiquement, n'a pas les fonds nécessaires pour rembourser, par exemple, même une banque too big to fail. Et donc, notamment, c'est pour ça que je me suis intéressé maintenant aux banques, enfin la liste, même pas des banques too big to fail, mais la liste globale des banques top 10 en France. Donc là, je les ai toutes là, vous les avez sous les yeux. Et donc, comme vous pouvez le voir, rien que le Crédit Mutuel, par exemple, ils ont 31 500 000 clients, ça c'était en 2020. Et entre-temps, ça a encore augmenté. Donc là, selon les chiffres de 2020, on avait 31 millions, donc 500 000 clients du compte, enfin du Crédit Mutuel. Donc là, j'ai fait un petit calcul, j'ai pris une moyenne donc, de 10 000 euros par client sur un compte en banque. Et donc, si dans ce cas-là, le Crédit Mutuel devait faire faillite, ça voudrait dire qu'on devrait rembourser 310 milliards d'euros à peu près. Ce qui évaudrait à quasiment 10% de la dette publique française, qui, je rappelle, est à 3 000 milliards d'euros. Et ça, c'est pour une seule banque. Donc on a 310 milliards d'un côté pour une seule banque, le Crédit Mutuel, la top 1 en France, et à côté, on a un FGDR qui pèse 6 milliards. Bon. Donc, on est loin quand même d'être dans les... d'avoir un pare-feu, d'avoir un antivirus, si je puis dire, assez efficace pour lutter contre une éventuelle pandémie systémique bancaire qui viendrait à bout même d'une banque too big to fail, et juste une seule. Maintenant, je me suis amusé, entre guillemets, à calculer pour toutes les banques du top 10 que je vous ai montré là, et le calcul reviendrait en fait à, au total, si je me base sur 10 000 euros par compte bancaire, bien évidemment, mais en fait la moyenne elle est plus haute. Donc en plus j'ai pris vraiment à la baisse. Hein. Eh bien ça reviendrait à devoir rembourser au final par le FGDR, si on n'avait que lui, une ardoise de 1310 milliards d'euros. Et donc si on passe à 20 000 euros, eh bien on prend le double, quasiment donc 2600 milliards. C'est-à-dire que si on veut être réaliste, eh bien l'État français ou le FGDR, en cas de crise systémique française bancaire, et donc ce sont toutes les banques qui font faillite demain, eh bien, que ce soit le FGDR ou que ce soit l'État, personne mathématiquement ne sera capable de rembourser 2600 milliards d'euros pour renflouer toutes les banques et pour rembourser tout le monde. Impossible. Parce que ce serait l'équivalent de la dette française. Voilà, donc on a la réponse pourquoi ils ont
ils ont supprimé, donc en 2016, la loi comme quoi l'État était obligatoirement obligé par la loi de de rembourser n'importe quelle banque en faillite. Ça veut dire que quelque part, c'est comme s'ils avaient déjà prévu qu'un jour, ça arriverait, qu'il y aurait un tsunami bancaire qui rayerait de la carte toutes les banques. C'est un peu ça, quelque part. Bon. Donc là, déjà, on peut se dire que clairement, les pare-feux, enfin le FGDR, ça sert à rien. Je suis désolé de vous le dire comme ça et je suis désolé de vous annoncer une mauvaise nouvelle comme ça. Mais en plus, j'étais content là-bas parce que dans ma présente vidéo, là, j'étais oui, j'ai une bonne nouvelle, enfin, on n'a pas de risque systémique sur le court terme et tout. Et en fait, paf, badaboum, finalement, on a les actions boursières qui s'écroulent. Bon. Mais en tout cas, si on veut être réaliste, le FGDR ne suffira absolument pas à rembourser, même s'il y a juste le Crédit Mutuel qui fait faillite, l'ensemble des clients lésés. Ça, c'est sûr à 100%, on le voit bien. Et donc maintenant, les solutions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à titre particulier? Parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne pourra pas compter forcément sur l'État, sur les fonds à droite à gauche d'aide, etc. Puisque si l'État doit intervenir de toute façon à ce niveau-là, eh bien il fera faillite, puisqu'il n'aura pas les moyens de rembourser ne serait-ce que même 300 milliards. J'ai envie de vous dire. Et si on en arrive là, il ne faudra pas non plus compter sur l'Union européenne, puisque tous les pays seront dans le même état. Donc, voilà. Donc, le mieux, c'est de toujours compter que sur soi-même, hein, je pense que c'est le meilleur dicton. Et donc, la première chose à faire, c'est qu'au cas où, bon, si ce FGDR marcherait, qu'ils arrivent à trouver des fonds, à faire fonctionner la planche à billets comme des malades, bon, pourquoi pas. Eh bien, déjà, la première chose à titre particulier, c'est d'ouvrir plusieurs comptes bancaires et si vous avez plus de 100 000 euros par exemple sur votre compte bancaire là actuellement, eh bien, la première chose à faire, c'est de dispatcher tous vos fonds sont à plus de 100 000 euros dans d'autres banques, dans d'autres comptes bancaires. De façon déjà aussi à avoir plusieurs banques. Et donc, si demain il y a une chute de plusieurs banques, mais que quelques banques soient plus solides que d'autres, qui arrivent à survivre, eh bien vous serez, peut-être que vous aurez la chance de faire partie des heureux élus qui sont dans une banque qui a survécu. Voilà. Et également pour, eh bien, tout simplement garder en fait l'ensemble de vos capitaux et qu'ils soient tous garantis. Et comme ça, vous avez l'ensemble de votre patrimoine qui est garanti par l'État au niveau de la loi, mais j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si ça comptera vraiment la loi à ce niveau-là, si on arrive jusque-là. Bon, mais déjà, ce serait quelque chose qui, bon, coûte pas trop en termes d'argent, d'énergie, à part étant donné compte bancaire, c'est vrai que c'est assez embêtant. Mais bon, si vous avez plus de 100 000 euros, je pense que ça ne vous embêtera pas de dépenser quelques dizaines d'euros de plus par an ou par mois pour tenir des frais de compte bancaire. Bon. Et enfin, donc bien sûr, la deuxième chose, c'est de diversifier vos capitaux hors du système bancaire. Et ça, je pense que c'est peut-être la chose aujourd'hui la plus adaptée quand on voit eh bien, la fragilité de la centralisation, là j'en reviens encore à cette centralisation, du système bancaire traditionnel de la finance, simplement. Et donc, dans les capitaux hors système bancaire, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a les métaux précieux. Donc déjà, il y a l'or, l'argent, première chose, universelle. Vous avez les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Donc je ne parle pas des autres crypto-monnaies, je parle surtout du Bitcoin, parce que là aussi, vous avez des crypto-monnaies. On l'a vu avec la chute, le dépeg du dollar du USDC, le stablecoin qui est censé être indexé au dollar, mais qui s'est désindexé avec justement les conséquences de la chute de la SVB, où vous aviez l'entreprise Circle, donc crypto, qui était derrière la naissance, la création du stablecoin USDC, qui avait injecté 3,3 milliards de dollars de dépôt dans la SVB. Donc là aussi, on verra ce que ça va donner, mais depuis, le stablecoin s'est repeg au dollar, donc on va dire que c'est rentré en l'ordre à ce niveau-là, mais on voit bien quand même la fragilité de la centralisation, même au niveau des crypto-monnaies. Donc, si vous voulez investir dans des crypto-monnaies, investissez dans des crypto-monnaies qui sont décentralisées comme le Bitcoin. Comme ça, vous n'aurez pas ce genre de risque au préalable, parce qu'on voit bien que le risque majeur aujourd'hui, c'est dans la centralisation, encore plus que dans les banques. Bon. Et ensuite, vous aviez bien sûr tout ce qui est l'art, tout ce qui est les œuvres de collection, l'immobilier, etc. Mais pour tout ce qui est ces dernières choses que j'ai citées et qui peuvent être des moyens intéressants de diversifier son argent, faites attention malgré tout parce que, premièrement, les œuvres d'art, bon, en temps de crise, bien pour les échanger, c'est pas évident. De même pour tout ce qui est collection.
Et l'immobilier encore moins, puisque en ce moment, investir dans l'immobilier, nous faisons face à une crise de l'immobilier. Puisque je rappelle que là, nous avons un problème avec les crédits, avec les banques. Or, qui c'est qui donne les crédits? C'est les banques. Donc ça là, ça rappelle énormément donc, la crise de 2008, au final. Et là, j'ai un article, vous voyez, de Lumni Enseignement, 2007-2008, de la crise immobilière américaine à la crise financière mondiale. Ça veut dire que c'est ça, en 2008, tout est parti de la crise des subprimes, et ensuite ça s'est transformé en crise financière. Mais à la base, c'était une crise immobilière. Donc ça veut dire que vous aviez en fait, vous avez une crise du crédit, simplement, aux États-Unis, en 2008, et les gens n'arrivaient plus à rembourser leur crédit, et donc vous aviez une saisie des maisons, et vous aviez tellement de saisies de maisons que les prix de l'immobilier se sont totalement effondrés. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une crise qui est peut-être plus grave au niveau immobilier, puisque nous avons eu une véritable chute en 2022 des crédits immobiliers. Non, c'est logique, vu qu'on a eu une hausse record des taux des directeurs des banques centrales. Donc là, on en revient au même, on en revient à la politique monétaire des banques centrales qui sont en train de nous plomber, clairement. On le voit bien. Voilà, donc j'en reviens à mon article. Et donc, il reste quoi? Il reste les métaux précieux, l'or et l'argent, et les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Crypto-monnaies décentralisées. J'insiste bien sur les crypto-monnaies décentralisées. Et donc, après, voilà, je rappelle encore une fois que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que je dis, c'est à titre informatif uniquement. Et donc, je vous invite à faire vos propres recherches et surtout, n'investissez que de la façon qui vous est propre. Faites vos propres recherches, faites avec vos capitaux et surtout, ne mettez jamais vos œufs dans le même panier, par exemple. Ça, c'est la règle d'or de l'investissement. Donc, je fais surtout avec parcimonie. Bon, une fois que ça c'est dit, eh bien, première chose, donc là, au moment où je rédige cet article, donc vous l'avez vu, le contraste est franchement incroyable. C'est que d'un côté, vous avez les banques aux États-Unis et même dans le monde qui sont en train de banquer, clairement, hein, petit jeu de mots, au niveau de leurs actions boursières. Et que fait l'or? Au moment où je vous ai fait cette vidéo, l'or, voilà la courbe de l'or, on a vu une augmentation d'à peu près 4% juste en une journée. À peu près. Voilà. Donc là, on est passé, et même, vous voyez, donc en un mois, enfin non, pas en un mois que je raconte, mais en quelques jours, en 5 jours, vous voyez, là, par exemple, 9 mars, on est passé quand même de 58 000 dollars à 61 400 dollars. Quand même, c'est pas rien. Maintenant, je passe au Bitcoin. Hein, lui, le Bitcoin, clairement, lui, il s'en fout de tout. Donc au 5 mars, donc là on était au 9 mars, on a eu une petite chute, comme on peut voir là. 10 mars, il était donc à 19 000 dollars. Et au moment où vous aviez donc la SVB qui chutait, eh bien lui, le Bitcoin, il a décollé. Donc lui, il a fait l'inverse. Donc on voit bien, comme par hasard, que justement ce que je vous dis, c'est que tout ce qui est décentralisé hors du système bancaire, au moment où le système bancaire s'effondre, ou fait mine de s'effondrer, hein, je ne veux pas porter la poisse ou quoi, donc je ne veux pas le dire, mais en tout cas, on voit bien que là, le Bitcoin et l'or, eux, ils font l'inverse. Donc là, c'est quand même des signaux, et ça s'accumule avec le fait que, par exemple, j'ai fait une vidéo également sur le Crédit Suisse, rappelez-vous, la Banque Centrale de Suisse ici, où j'ai expliqué justement le résultat annuel de la Banque Centrale des Suisses, qui avait fait 133 milliards de pertes, sur 2022, là aussi c'est encore un record, et en parallèle, les seuls bénéfices qu'elle a fait, la Banque Centrale de Suisse, c'est sur l'or à hauteur de 400 millions de dollars. Et c'est le seul point positif qu'elle a eu sur tout son bilan en 2022. Donc là, on voit quand même des signaux assez forts à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, je vous invite à vous intéresser en tout cas à ces choses-là et à y réfléchir en plan B, au cas où on aurait une propagation de cette chute systémique bancaire des banques régionales aux États-Unis qui viendrait se répercuter sur nos banques à nous en France. Voilà, donc voilà pour les solutions. Je n'ai pas d'autres... Si vous avez d'autres idées, vous, de votre côté, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à partager, que tout le monde soit au courant si vous avez des solutions. Parce que personnellement, moi, j'en vois pas d'autres, à part se préparer à faire du survivalisme, je sais pas, dans la forêt, bref. Voilà, mais en tout cas, au niveau... Sur là, moi, je vois l'or, le Bitcoin, enfin les crypto-monnaies, mais surtout le Bitcoin, on le voit bien.
Et peut-être qu'il y a d'autres choses, mais je n'y ai pas pensé. Donc n'hésitez pas à me le dire surtout. Sinon, et bien, donc à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à laisser des commentaires, c'est vos avis. Et puis sinon, ben, moi écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vais me coucher. Et puis je vous dis à bientôt. La bise, ciao.